Bonjour. La deuxième capsule porte sur la résolution des équations de Schrödinger pour des Hamiltoniens d'atomes à deux électrons dans les couches périphériques. Un exemple, le plus simple, c'est l'atome d'hélium. Alors, nous avons vu que l'antisymétrisation de la fonction d'onde passe simplement par le déterminant de Slater, qui est en soi un opérateur antisymétriseur. Mais avant de passer à la symétrisation, eh bien, il faut déjà connaître la fonction d'onde quand on a un atome à plusieurs électrons. Je vous rappelle qu'en mécanique quantique de S5, on a simplement résolu l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène qui contient un seul électron. Donc dans le chapitre ici, là, je vais essayer de donner des méthodes d'approximation pour rapprocher la fonction d'onde d'un atome à deux électrons. Et dans le dernier paragraphe, on va donner un exemple de méthode d'approximation pour résoudre l'équation de Schrödinger d'un atome qui a plusieurs électrons. On va commencer à schématiser par schématiser un atome qui a deux électrons par la chose suivante. Je vais représenter le noyau par une charge qui est fixe, positive ZE, à partir de laquelle je vais repérer l'électron 1 par R1, l'électron 2 par R2 et la distance entre l'électron 1 et 2 par R1,2. L'état du système est décrit par une fonction que je vais appeler biélectronique parce qu'elle va simplement dépendre des coordonnées de l'électron 1, x1, y1, z1, des coordonnées de l'électron 2, x2, y2, z2. Comme pour les hydrogénoïdes, nous négligerons l'énergie cinétique du noyau, c'est-à-dire que je vais supposer que le mouvement du noyau est tellement lent par rapport au mouvement des électrons que finalement, ça va me permettre de décorréler entre la fonction d'onde électronique qui m'intéresse et la fonction d'onde nucléaire que nous avons déjà vue en cours de mécanique quantique et que finalement, elle se réduit à une onde plane du fait que le noyau n'a qu'une énergie cinétique. Alors pour ce système-là, je vais représenter ma fonction d'onde psi qui va dépendre des coordonnées de la particule 1, l'électron 1, et des coordonnées de l'électron 2. L'équation de Schrödinger s'écrit de la manière suivante. L'hamiltonien est la somme, vous voyez, de moins h bar carré sur 2m laplacien appliqué à ma fonction d'onde psi. Ça, c'est le terme de l'énergie cinétique de l'électron 1. Moins h bar carré sur 2m laplacien 2 appliqué à psi. Ça, c'est le terme de l'énergie cinétique de l'électron 2. VNE1, ça c'est juste l'attraction entre le noyau et l'électron E1, que l'on va écrire comme étant moins ZE carré sur R1. C'est une force centrale. Le terme VNE2 est également l'attraction entre le noyau et l'électron 2, qui est moins Z carré sur R2. Elle est également centrale. Le terme qui nous pose problème est le VE1-E2, qui est la répulsion entre l'électron E1 et E2, et qui est donc donné par E carré sur la distance R1-2. Je reviens à mon petit dessin pour vous montrer que cette force entre l'électron 1 et 2, ou potentiel, n'est pas centrale. Dans ces expressions-là, nous avons pris l'origine des positions R1 et 2 sur le noyau. On a posé également que R1 et 2, c'est la distance entre l'électron 1 et 2. La solution exacte de cette équation de Schrödinger, elle est tout à fait impossible. L'équation H psi égale E psi, elle est impossible du fait que ce terme-là de répulsion n'est pas un potentiel central. Pour l'instant, nous n'avons vu que la résolution exacte de potentiels qui sont centraux. Donc, nous sommes dans l'obligation de faire des approximations de manière à retomber sur le cas d'un potentiel central comme celui de l'hydrogène. Alors, première approximation, dans un premier temps, je vais résoudre l'équation de Schrödinger. Tout simplement, je vais négliger le terme de répulsion. Donc, pour l'instant, je n'en tiens pas compte et je vais regarder ce que cela me donne.
Donc, si je supprime cette partie-là de mon Hamiltonien, je vais finalement obtenir un Hamiltonien très habituel, hein, dans lequel Vna, c'est l'attraction entre le noyau et l'électron 1, Vn2, c'est l'attraction entre l'électron 2 et le noyau, et ça se résume à deux Hamiltoniens, H01 plus H02, qui sont cités ci-dessous. Vous voyez bien que ça, c'est un Hamiltonien d'atome d'hydrogène, hein, hydrogénoïde, on va dire, puisque j'ai un Z, et ça aussi, c'est un Hamiltonien d'hydrogénoïde, hein, pour la particule 2. Donc, H0 est la somme de H01 plus H02, qui sont indépendants. Je vais utiliser le produit tensoriel pour déduire que la fonction d'onde est le produit de mes deux fonctions d'onde, des H01 et H02 résolus indépendamment, et que l'énergie, eh ben, c'est la somme des énergies de l'atome 1 et de l'atome 2 que nous connaissons, puisque j'ai déjà résolu l'équation de Schrödinger pour un hydrogénoïde, hein, moins ZE carré, EI n'est autre que le potentiel d'ionisation de l'atome d'hydrogène, 1 sur n carré. L'état fondamental a pour expression, par exemple, hein, en supposant que mes deux électrons sont dans l'orbital 1s, et bien vous voyez que c'est le produit des deux fonctions. Ça, c'est la solution de l'atome d'hydrogène, hein, pour l'orbital 1, 1s. Nous allons ensuite introduire le terme répulsif non central, mais en faisant des approximations. Nous introduirons ici deux très communes, hein, deux approximations qui sont usuelles. Et pour juger de leurs efficacités, nous allons considérer le potentiel d'ionisation expérimentaux de l'atome d'hélium comme un facteur de qualité. Alors, les valeurs expérimentales, hein, l'énergie d'ionisation pour le premier électron de l'atome d'hélium est de 24,5 et l'énergie d'ionisation du deuxième électron est de 54,4 électrons. Donc, je vais essayer de voir quel modèle s'approche le plus de ces valeurs expérimentales que nous avons. La deuxième approche, c'est qu'au lieu de remettre le terme de répulsion, ici exact, eh bien, on va l'approcher par sa valeur moyenne, hein, sa valeur moyenne qui est de moins 5,4 ZEI. L'intérêt est tout simplement, ça n'est pas un potentiel qui est constant, ça, c'est un potentiel qui est constant. Ça, c'est une constante. Hein. D'accord? Alors qu'ici, nous avons vu que c'est un potentiel qui est non radial et que nous n'arrivons pas à résoudre de manière exacte. Donc, il suffit de calculer la valeur moyenne du potentiel de répulsion dans psi carré. Psi carré, par exemple, serait l'orbital 1s, qui est tout simplement l'orbital de Slater donné ici. Le calcul n'est pas très compliqué. Vous pouvez le retrouver dans Spolsky, le bouquin que je vous recommande vivement. Et vous allez trouver une valeur de moins 5,4 car ZES. De toute façon, ce genre de calcul, nous l'avons déjà fait dans S5 en mécanique quantique, dans un des travaux dirigés. Alors, si je remplace le terme répulsion par la constante, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un nouveau Hamiltonien qui est la somme ici de deux Hamiltoniens plus la constante. Donc, vous voyez, j'ai simplement remplacé le terme répulsif, ici et là, par la constante. Et je gagne beaucoup puisque maintenant mon Hamiltonien est la somme de deux Hamiltoniens pendant plus la constante. Je vais encore une fois utiliser le produit tensoriel pour dire que la fonction d'onde est le produit de mes deux fonctions d'onde et surtout pour calculer l'énergie. L'énergie, vous voyez bien que c'est moins 2 pour l'état 1s évidemment. Hein. Si je suppose que je suis dans l'état 1s, mes deux électrons, eh ben, l'énergie de l'état fondamental des hydrogénoïdes, c'est moins 2z carré, ça c'est le potentiel d'ionisation de 1s hein, ou de l'atome d'hydrogène, moins la constante, tout simplement. Une valeur de l'énergie ainsi calculée va vous donner moins 74,8. Hein. Il suffit de remplacer Z par 2 et EI par 13,6 électronvolts, alors que le potentiel d'ionisation sera de 20,4 électronvolts, contre la valeur expérimentale qui est de 24,5 électronvolts. Ça veut dire que cette méthode-là, elle n'est pas très bonne, hein, puisqu'il y a un écart de 4 électronvolts dans la valeur du potentiel d'ionisation.
La troisième approche est celle qui est très utilisée, qu'on appelle le modèle de Slater. L'idée est de se ramener à deux potentiels centraux en supposant que chaque électron crée un écrantage du noyau. C'est-à-dire si j'ai mes deux électrons, si je prends l'électron 1, je vais supposer que l'électron 2 écrante le noyau par rapport à l'électron 1 et inversement. On supposera alors que la charge du noyau est diminuée par la présence des autres électrons et que la répulsion est centrée sur le noyau, mais avec une charge autre que celle de l'électron, c'est-à-dire soit Z' égale Z moins sigma. C'est-à-dire je vois la charge du noyau diminuer d'un facteur sigma que j'appelle une constante d'écran. On assimile l'action de chaque électron sur l'autre à celle d'une charge ponctuelle, négative sigma, placée sur le noyau. Le problème est alors ramené à celui de deux électrons indépendants. On a remplacé l'effet d'un électron par son effet moyen que l'on assimile à un potentiel sphérique centré sur le noyau. C'est ça la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'au terme répulsif E carré sur 4 pi epsilon 0 R2, je vais maintenant le remplacer par deux sommes, vous voyez, à la différence que la première somme, c'est un potentiel qui est central en R1 et la deuxième, c'est un potentiel qui est central en R2. Ces deux opérateurs n'agissent chacun que sur une orbitale atomique, évidemment. Le nouveau Hamiltonien est le suivant. Vous voyez bien, ça, les termes énergie cinétique pour l'électron 1, l'électron 2, le potentiel d'attraction entre l'électron 1 et le noyau, l'électron 2 et le noyau, auquel je rajoute maintenant mon terme de répulsion que j'ai remplacé par cette somme-là. L'intérêt réside que dans ce nouvel Hamiltonien H2, si vous remplacez les termes d'attraction entre l'électron 1, 2 et le noyau, ici qui sont centraux, vous allez faire une factorisation, vous voyez, en potentiel central, mais cette fois-ci la charge devient Z moins sigma pour l'électron 1 et Z moins sigma également pour l'électron 2. On voit bien que H2 est également la somme de deux Hamiltoniens qui sont tout à fait à potentiel central, mais la charge elle est diminuée dans laquelle il faut simplement remplacer la charge de l'électron du noyau par Z moins sigma. Voici donc l'Hamiltonien HZ moins sigma, c'est l'Hamiltonien d'un hydrogénoïde dans lequel Z effectif égale Z moins sigma, et il en est de même pour H02 qui est un Hamiltonien d'un hydrogénoïde avec une charge effective Z moins sigma. On retrouve ainsi la somme de deux Hamiltoniens indépendants d'atomes d'hydrogénoïdes de charge effective Z moins sigma chacun. Pour l'hélium, on peut calculer expérimentalement la valeur de la constante d'écran. Elle vaut 0,31. Et donc, l'énergie, il suffit de faire la somme. Toujours le théorème du produit tensoriel. L'énergie, c'est la somme des énergies qui sont les mêmes, puisque c'est les mêmes Hamiltoniens. Donc, ça fait Z, sauf que 2 fois Z carré, c'est la même chose que l'énergie d'un hydrogénoïde, mais en remplaçant Z par Z moins sigma. Et on va trouver donc une énergie de liaison qui vaut moins 77,6 au lieu de moins 78,4 et surtout une énergie d'ionisation qui est de 23,29 électrons comparée à la valeur expérimentale qui est de 24,5 électrons. On peut donc conclure que la méthode de Slater est une très bonne approximation. De plus, elle donne de très bonnes valeurs approximatives aux énergies d'ionisation pour beaucoup plus d'atomes.